tous, cet épisode est numéroté 75. Alors, la précision est importante parce que c'est exceptionnellement une interview que j'ai commencée dans le dernier épisode et qui se retrouve découpée en deux parties. Dans l'épisode 74, nous avions démarré l'interview de Jérémy Hadida, expert en investissement immobilier. Et compte tenu de la richesse de tout ce qu'il avait à nous dire, j'avais préféré découper l'épisode en deux parties. Donc dans la première partie, nous avions parlé d'investissement dans les garages, on avait parlé de la différence entre la rentabilité et le rendement, nous avions aussi évoqué les stratégies d'investissement, comment sélectionner les biens, et puis aussi de manière plus générale, quels défis rencontrait l'investisseur et à quelle réalité il devait se confronter. Là, dans cette deuxième partie, on va traiter un sujet qui est beaucoup plus terre à terre, mais qui concerne beaucoup d'investisseurs, c'est celui des impayés de loyer. Et moi, ce qui me plaît dans la démarche de Jérémy Hadida, et c'est pour ça qu'on le retrouve encore aujourd'hui, c'est que c'est quelqu'un, en fait, qui ne va pas, quand il communique sur les réseaux sociaux, et il communique beaucoup sur les réseaux sociaux, et d'ailleurs, je vous invite largement à aller le fréquenter, à aller le lire, à aller le voir, parce que il réalise des vidéos également. C'est pas quelqu'un qui se filme devant sa piscine. C'est pas quelqu'un que vous allez retrouver au volant de sa voiture de sport. D'ailleurs, je crois qu'il en a pas, pour être très simple à ce sujet. Il nous fait pas non plus rêver en communiquant sur les dizaines de destinations de rêve qu'il parcourrait à travers le monde. Voilà, je pense que c'est quelqu'un qui a une vie beaucoup plus simple que ce que certains parfois veulent mettre en avant sur les réseaux. Et c'est ça qui est intéressant chez lui, parce qu'il n'hésite pas à communiquer sur ses erreurs, à nous les expliquer. Et comme très souvent, les erreurs, ça aide à progresser. Et puis quand on est soi-même dans l'apprentissage de la chose immobilière, dans l'apprentissage de l'investissement, que les autres nous racontent de manière totalement décomplexée leurs erreurs, ça fait du bien et puis on apprend ainsi beaucoup de choses. Bref, Jérémy Hadida, c'est beaucoup d'humain dans la communication et c'est ce qui me plaît quand même largement chez lui. Alors, les impayés de loyer, il y a des discours assez contradictoires sur cette question. Est-ce qu'il y a plus d'impayés que par le passé, ou est-ce que c'est pas le cas ? C'est une question centrale. Alors, on va pas aborder aujourd'hui dans cet épisode la question des statistiques, qui est pas si facile que ça d'ailleurs à appréhender. J'y reviendrai dans un prochain épisode. Mais il y a une question quand même centrale, et c'est la première question que je vais poser à Jérémy Hadida. Est-ce que l'on ne surjoue pas la question des impayés, et en le faisant, est-ce qu'on ne prend pas le risque, finalement, d'effrayer, de démotiver l'investisseur qui va prendre peur davantage que ce qu'il devrait ? Évidemment, je crois que c'est le risque principal, un des risques principaux. C'est marrant parce que je pensais que tu allais me parler de ça, ou je t'aurais amené de toute façon sur ce sujet. Alors, rapidement, le squat, tu as raison, c'est un centième de pourcentage, etc. Par contre, les impayés, malheureusement, tu disais que j'avais tendance à avoir un discours plus franc et réaliste. J'en parle très souvent. Je parle souvent des travaux qui tournent mal et souvent des impayés. C'est en gros les deux thématiques qui m'habitent et qui m'empêchent de dormir régulièrement. Alors moi, j'ai beaucoup d'impayés, effectivement. Je suis complètement d'accord avec toi quand j'en parle, soit sur LinkedIn, ou Instagram, ou Facebook, ou sur d'autres réseaux. On me sort toujours ce fameux chiffre des 3% que tu connais peut-être. C'est une vieille statistique que personne ne connaît, dont personne n'est capable de me citer la source, qui indique que, en gros, pour ceux qui ne le sauraient pas, qu'en France, on aurait toujours, d'ailleurs, le chiffre serait stable, entre 2 et 3% d'impayés en France, et que c'est effectivement l'argument principal pour dire allez-y, il n'y a pas de risque, et au pire, vous prenez une assurance moyen payée, Visa ou autre. C'est une stat qui a une quinzaine d'années, à peu près. C'est ça, exact, c'est ce que j'allais dire. C'est une stat qui pour moi, elle est surannée, sauf que depuis, je cherche régulièrement, notamment pour alimenter le débat sur LinkedIn, je n'en trouve pas d'autres. Ce qui m'inquiète quelque peu, parce que je suis convaincu qu'à un moment donné, que ce soit les huissiers, que ce soit la Banque de France, que ce soit d'autres organismes, on doit être capable d'avoir ce chiffre. Alors,
justement, tu parlais de faire peur ou pas. Est-ce que c'est volontaire ou pas que ce chiffre ne sorte pas? Parce que je suis surpris qu'on ne le connaisse pas. Ce que je peux te dire, pour te citer mon modeste exemple, j'ai la chance ou pas d'avoir une centaine de biens. J'ai une centaine de locataires à l'heure où je te parle, plus je gère ceux de mes clients, une centaine de plus. Donc, j'ai une vue sur 200, 300 personnes, plus, et sachant que je fais ça depuis 15 ans. Donc, on va dire que je vais te faire un petit sondage personnel. Et comme je me doutais que tu allais te poser la question, j'ai regardé un petit peu mes stats Et personnels. réparti géographiquement en plus. Exactement. Ce qui est Entre intéressant. Marseille et Perpignan, on fait du meublé du nu, du studio, du T2, du T3, du T4, du commerce, du parking. Voilà, donc j'ai une espèce de diversité qui, allez, me permet de faire avec moi-même un petit sondage. Voilà. Je te confirme qu'on est bien au-dessus des 3%. Bien au-dessus, bien au-dessus. J'avais pas voulu faire ce calcul, parce que volontairement, c'est une réalité que je préférais me voiler, pour être honnête avec toi. Sinon, c'est pour ça que je m'énerve sur la raison. Mais effectivement, pour l'avoir fait récemment, en plus, on est en période d'impôt, donc je suis en train de tout lister, les factures, etc. Je peux te confirmer que dans certains types de logements, dans certains secteurs avec une certaine population, j'ai des taux d'impayés. Alors, est-ce que c'est du retard? Est-ce que c'est 100 euros? Est-ce que c'est 1000 euros, 10 000 euros? Ils sont effarants. À l'heure où je te parle, je dois être à entre 8 et 10% d'impayés. Ou de, tu vois, 3 fois plus que la statistique théoriquement officielle qui a 15 ans. Ok. Donc ça, tu vois, déjà, c'est une donnée qui est extrêmement précise. Et qui représente, pour te donner un chiffre global, mais qui est proportionnel au patrimoine qui est le bien, évidemment, il ne faut pas le prendre pour argent comptant, je suis à plus de 300 000 euros d'impayés. Voilà. Ce qui est énorme. Ce qui est énorme. De l'argent pour lesquels, alors j'ai une gain de cause, la justice m'a donné gain de cause sans souci, pour lesquels j'espère, voilà, pour lesquels j'ai 10 ans, voire toute la vie, parce que pour ceux qui ne le savent pas, une décision de justice est valable 10 ans, mais peut être renouvelée à vie en réalité. À chaque fois, l'huissier présente, etc. Et vous repartez sur 10 ans. Voilà. Donc j'ai toute la vie pour récupérer cet argent. Alors, ce que ne dit pas, c'est sans intérêt, bon. Donc c'est de l'argent, c'est surtout énormément d'énergie. Oui, je t'en prie. Oui, je voudrais une autre précision. Est-ce qu'il y a une caractéristique de l'impayé, à savoir, on aurait d'un côté des gens, bon, voilà, qui seraient plutôt fondamentalement de bons payeurs, ou quand il y a un retard, le régularisent très vite et qui représenteraient en fait une masse assez importante, et de l'autre, des mauvais payeurs qui, eux, au contraire, ont tendance à accumuler les dettes. Ou est-ce que c'est plus nuancé que ça? Alors, là, c'est très politique. Ta question est très politique. Est-ce qu'effectivement, il y a un profil type à éviter? Oui et non. Oui et non. Je pense que l'erreur principale qui a été la mienne a été au départ dans ma stratégie d'être peut-être beaucoup trop gourmand. Voilà. Donc, tu vois, j'accuse pas les locataires, je prends ma part de responsabilité. Sur la fixation du loyer, tu veux dire? Non? Oui, voilà. En allant investir dans des zones compliquées, en allant investir sur des profils compliqués, en surdivisant les biens, en faisant des petites surfaces, etc. Néanmoins, pour répondre à ta question, effectivement, avec la statistique qui est la mienne, oui, je te confirme qu'il y a des zones, des quartiers où, par définition, tu peux arriver à du 20-25%. Je ne parle pas des quartiers dans Marseille, je parle des quartiers populaires, tout ce qui est plus basique. Il y a des populations qui sont évidemment plus compliquées, plus paupérisées, plus compliquées, parce que, par définition, ils ont moins de marge de manœuvre économique. Néanmoins, je peux te citer aussi des zones extrêmement riches, dans des très beaux quartiers de Marseille, 7e, 8e arrondissement, pour ceux qui connaissent, qui sont des quartiers bourgeois, où j'ai des impayés aussi, médecins, avocats, etc. Parce que, par définition, l'impayé, il y a deux types d'impayés. Je crois qu'il y a l'impayé accident de la vie, et ça, par définition, on pourrait les faire. J'ai eu de très bons payeurs qui, du jour au lendemain, divorce, changement professionnel, ne payez plus. Et j'ai par contre aussi des professionnels de l'impayé. Et ça, c'est beaucoup plus rare. Et si tu me suis sur les réseaux, enfin, plutôt sur Instagram, LinkedIn, je ne le fais pas trop, mais je passe beaucoup de coups de gueule parce que j'ai de vrais professionnels de l'impayé qui se font virer dans l'appartement, qui vont dans l'appartement d'en face, je peux t'en citer plein, qui organisent volontairement leur insolvabilité, qui, avec la complicité malsaine d'assistants sociaux, de travailleurs, de politiques, joue sur la légalité, déclare indécent, insalubre des logements pour ne pas payer. C'est pas très compliqué, déclarer insalubre sur la lève de prise, et ça y est. Et j'en ai un ou deux qui font ça à l'heure où je te parle. Pourtant, dans des quartiers plutôt sympathiques,
Ouais, Euh, ouais. c'est pas une histoire de catégorie sociale, si c'est ça ta question. Enfin, je crois que le secret, si secret il y a, et pourtant les 300 et quelques mille euros d'impayés sont plutôt le signe que je dois me taire et surtout faire pas de figure. Non, en réalité, le secret, je crois, c'est la gestion. C'est la gestion locative. Plus que le locataire, c'est la gestion locative. Tu peux mettre en place Visa, toutes les GLI si tu veux, il n'y a pas de souci. Déjà, il faut que les gens soient éligibles. C'est très compliqué. Enfin, Hmm. pas Visa, je parle des GLI. Contrairement à ce qu'on croit. On croit que les GLI, si vous payez, pas du tout. Les assurances, comme tous les assureurs, et qui peuvent trouver la martingale pour ne pas payer, le font et bien volontiers. Par contre, en face, il faut que tu aies un gestionnaire. Et c'est là où c'est plus compliqué. Les 300 et quelques mille euros dont je te parle d'impayés sont à 99% la conséquence de gestionnaires incompétents. Et je suis moi-même agent immobilier, je fais moi-même de la gestion. Donc je sais de quoi je parle. Et depuis que je suis passé de l'autre côté, que je fais ça maintenant de manière professionnelle, Hmm. je peux te dire que euh, je suis effaré de voir que tous les gestionnaires à qui j'ai confié, je ne gère pas personnellement la centaine de biens que je possède, c'est impossible, je passe par d'autres gestionnaires, je suis effaré de voir leur inactivité, leur mollesse, leur dédain, ou leur candeur peut-être, des fois, leur naïveté. Euh, et je ne m'explique pas comment des loyers de 300 et quelques euros peuvent se transformer en un payé de 15 ou 20 000 euros. Et je peux t'en citer, je faisais allusion à un post que j'ai sorti, j'ai 5 personnes qui, au 1er avril, théoriquement, devraient être parties. Alors, je dis théoriquement parce que maintenant, il faut que la police soit disponible, Oui, etc. oui, oui. Ouais, Il y a encore 2-3 mois de dispo. Hmm. J'ai 5 personnes, c'est énorme. 5 personnes sur la centaine de biens qui vont être mises à la rue et qui me doivent, je te dis, chacun 10-15 000 euros, sans parler des autres qui sont déjà dehors. Et là, il y a un vrai problème de gestion. Et aujourd'hui que je suis devenu gestionnaire pour les hommes, je peux te dire que je suis intransigeant avec mes gestionnaires, parce que c'est pas moi qui gère tout, parce que par définition, un impayé, ça se traite dès le départ. Il ne faut pas attendre, il ne faut pas croire aux bons mensonges et aux arguments fallacieux ou pas. J'ai eu un impayé récemment avec quelqu'un c'était de la fraude, qui a fait un faux document de virement. Quelqu'un qui devait rentrer, qui me disait, ah, je suis à la rue, j'ai déménagé, il faut que je rentre, je vous fais le virement, et qui m'a envoyé un faux document de virement. Et en fait, l'argent n'est jamais arrivé. Bah ouais. Et pourtant, j'ai l'habitude, et pourtant, je sais regarder. Je sais vérifier les fiches de paie. Les documents visuels, combien de documents visuels faux j'ai eu? J'en ai eu plein. Et ça, évidemment, ça sous-entend que maintenant, l'investissement, de manière générale, se professionnalise. Alors, c'est bien ou pas, je ne sais pas. Ce qui est certain, en tout cas, c'est qu'on ne peut plus, je crois, euh, aussi bien gérer son Airbnb tout seul que gérer ses investissements tout seul. Ou si on le fait, déjà, il ne faut pas en faire beaucoup, ça prend du temps. Et puis surtout, il faut le faire de manière extrêmement professionnelle. Aujourd'hui, personne n'est capable de repérer des faux fiches de paie. Enfin, il y en a certaines qui sont effectivement très mal faites, mais certaines, je peux te dire, je me suis mordu les dents. C'est très compliqué. Il y a des sites, hein, on connaît des petites astuces, mais que le particulier lambda ne connaît pas. Non, Et puis, clairement. il y a beaucoup de psychologie. Je me suis fait moi-même, avec mes 15 ans d'expérience, je me suis fait avoir plein de fois des gens ô combien sympathiques sur lesquels j'aurais misé 1000 euros, Hmm. et qui, dès qu'ils ont pu me la faire à l'envers, m'ont fait à l'envers. Ah, Et là, certains, je ne me suis pas trompé, je le savais dès le départ. Euh, et ça, c'est typiquement, tu vois, le risque principal et la peur principale de l'investissement locatif. Pourquoi je crois aujourd'hui, tant de gens se lancent dans le marchand de biens, qui est l'espèce de petit frère ou cousin de l'investissement locatif. Euh, euh, c'est déjà parce qu'ils s'imaginent à tort que ce sera plus facile. J'ai Euh, j'ai envie de alors, dire, j'ai envie de dire, Jérémy, c'est un petit frère fantasmé quand même, oui, parfois. mais non, mais je suis complètement d'accord avec toi. Les gens s'imaginent que ça va être plus facile et que les banques Ouais. financent. Hmm. Et je peux te citer des tas de formateurs qui disent l'investissement locatif c'est fini, faites du marchand de biens. C'est ridicule. Les banques financent encore moins que le reste. Mais aussi et surtout, moi, tous les marchands que je connais, ce sont souvent d'anciens investisseurs, comme moi, ont eu trop de problèmes et qui à un moment donné, ça suffit, on arrête. On aime l'immobilier, mais on se débarrasse des locataires. Hmm. Et aujourd'hui, la problématique, je crois, principale, c'est que l'État euh, reverse sa responsabilité sur vous, investisseurs privés. Genre aujourd'hui, la préfecture, si la préfecture n'expulse pas les gens, tu es obligé de mettre en demeure la préfecture. Ça, c'est les gens ne le savent pas. Tu es obligé d'attaquer le préfet en justice C'est ça. pour qu'il fasse son boulot. Tu es obligé de réclamer les pénalités. Tu es obligé de menacer tout le monde. Mm. Sinon, les gens ne le font pas. Et pire que ça, tu es considéré comme la lie de l'humanité. Mm. Combien de mairies m'appellent en me considérant comme le pire des marchands de sommeil, alors que
Tu vois ce que je veux dire? Oui, Et oui, ça, ouais. c'est très compliqué à gérer, même humainement, personnellement. Des fois, tu te fais une montagne pour 300, 500 euros de loyer, mais tu mets tellement d'investissement, tellement de toi dans un investissement, c'est pas que de l'argent, c'est aussi ta personne. Et quand quelqu'un te trahit, quand quelqu'un détériore ton logement, détruit ton logement, bah, tu te sens. Je comprends que les gens baissent les bras. Je Mhm. comprends qu'ils baissent les bras et qu'ils souhaitent revenir au salariat. Tu disais, et je vais arrêter là, l'investissement locatif, c'est pas facile. Non, c'est pas facile. Et j'essaie d'être plutôt réaliste là-dessus. C'est loin d'être si Sex and Son, c'est loin d'être on investit, on attend que ça se passe. Pas du tout. Peut-être sur les garages. Hein, pour revenir à notre premier On sujet. revient au garage. Peut-être sur les garages, sur les locaux, peut-être. Oui, c'est vrai. Euh, euh, mais à la fin des fins, pour gagner de l'argent, il faut prendre du risque. Bon, en école de commerce, la seule chose que j'ai retenue, c'est ça. C'est si le rendement, la rentabilité, c'est le risque. Une action rentable en bourse, c'est une action qui est risquée. Hein, tous ceux qui ont investi dans Casino pendant longtemps, mais ils savent de quoi je parle aujourd'hui. Enfin, l'immobilier, c'est pas. Oui, alors, moi j'avoue qu'il y a un discours là de ta part qui m'a extrêmement intéressé, c'est effectivement cette dimension d'absence de réactivité. Moi j'ai souvent été effaré par des témoignages de la part d'investisseurs, on va dire lambda, hein, qui géraient eux-mêmes leurs biens et qui me parlaient de leur désarroi. Et puis quand on creusait un peu, ils se retrouvaient avec des dettes de la part de leurs locataires, mais qui était presque inadmissible et qui montrait à quel point ils avaient attendu trop en fait avant de réagir. Donc, il y a pas il y a pas de secret, il y a Non. rarement des secrets, mais en tout cas, c'est le choix, selon toi, d'un gestionnaire qui est un gestionnaire réactif, rigoureux quand même. Alors, c'est par définition un métier d'homme. Pour moi, je ne crois pas du tout à l'IA dans notre job. Je ne crois pas du tout à l'automatisation de la relation humaine. Ce sont des métiers, c'est pour ça que je te disais en amont que c'est un métier noble et dans lequel je crois énormément, qui nécessite bien sûr d'avoir des compétences techniques, mais surtout d'avoir de l'empathie, du savoir-être, savoir qui tu as en face de toi et être capable de le jauger. Et ça ne s'apprend pas dans une vidéo YouTube ou dans une formation, mais pas du tout. C'est le fruit de l'expérience, de la vie en général, hein, pas comme l'immobilier d'ailleurs, c'est le fruit des déceptions, des trahisons, c'est tout ça. En investissement locatif, on ne peut pas passer par une agence classique, quelle qu'elle soit, que ce soit des très grosses enseignes ou une petite agence. Franchement, enfin, moi, je voulais pas faire de gestion locative pour les autres. T'as du mal à gérer les biens, mais je me suis rendu compte que c'était le pendant obligatoire. Obligatoire. Tu peux faire le meilleur investissement du monde. Euh, Si derrière c'est mal géré, bah, ça va être une catastrophe. Et en fait, à part investir dans un beau fichier Excel, si tu n'as pas quelqu'un d'énergique, de compétent, de malin, parce qu'il faut être malin, la loi a ses limites, il faut être capable de la connaître et de la détourner de manière légale, hein, de l'optimiser quand c'est nécessaire. Si tu n'as pas quelqu'un de réactif, d'énergique en face de toi, bah, tu vas droit à la catastrophe et que tu investisses à Paris dans les beaux quartiers ou que tu investisses dans les quartiers populaires. C'est exactement la même chose. Et c'est pour ça que moi-même, je suis effaré de voir que si peu de personnes parlent de l'investissement, des impayés, pardon, des impayés, ou des squats, ou des travaux, enfin, parlent de leurs erreurs. En fait, je pense que c'est un biais cognitif qui fait que ben, l'effet autruche, on préfère mettre la tête dans le trou plutôt que de voir la réalité. Et moi, le premier, il m'arrive des fois là, en ce moment, j'ai des soucis avec des artisans. J'ai reçu un texto ce matin où il me disait oui, je suis en train de recruter du monde. Je sais très bien que c'est pas vrai. Mais j'ai envie de croire que c'est vrai. J'ai envie de croire que, parce que par définition, la charge de la disponibilité mentale est faible quand on est salarié à côté, et qu'on ne peut pas tout maîtriser, qu'on a une vie de famille. C'est pour ça que je pars du principe qu'il faut déléguer. Moi-même, je délègue. Quand c'est mon métier, je délègue à d'autres personnes. Si les personnes sont compétentes, déléguer. Que ce soit la gestion, que ce soit la transaction, que ce soit les travaux. On essaie de tout faire. Je ne dis pas qu'on fait tout bien, mais on essaie de tout faire parce que je pars du principe que acheter, on croit que c'est facile, on croit que c'est le plus simple. Oui, c'est le plus simple. Mais tout ce qu'il y a après, c'est encore bien compliqué. Et même avec 15, 20 ans, 30 ans de bouteille, c'est impossible de ne pas avoir. Enfin, j'ai du mal à croire que 100% de payer, ou 0% d'impayés dans ce sens-là, j'ai du mal à y croire. Ou les gens ne le disent pas, ou ils ont beaucoup de chance, c'est tant mieux pour eux. Mais j'ai du mal à y croire. Ouais. Et donc, pour en terminer sur ce sujet de l'impayé, en fait, tu déconseilles, enfin, j'imagine peut-être que j'interprète hein, tes propos, tu déconseilles de gérer par soi-même un bien.
Alors, oui et non, ça dépend, ça dépend. Tu as raison, je devrais... moi, j'en ai beaucoup. Je pense qu'il faut nuancer aussi. Effectivement, quand tu as un bien ou deux biens qui sont à côté de chez toi, des locaux commerciaux, des garages, des choses comme ça, oui, tu peux le faire. Ouais. Par contre, effectivement, pour de l'appartement, pour de l'habitation principale, ou même du Airbnb d'ailleurs, les lois évoluent tellement. La colocation, le co-living, là, c'est à nouveau, désormais, c'est la nouvelle cible après le Airbnb. Mm. Les lois évoluent tellement Mm. que soit tu es passionné d'immobilier et effectivement, tu connais les dernières lois au fur et à mesure, euh, soit il vaut mieux déléguer. Par contre, effectivement, il faut que ce soit rentable. Si dès le départ, dans ton business plan, tu n'as pas prévu de déléguer et qu'effectivement, le fait de déléguer met ton business plan à mal, là, tu as un problème. Et là, effectivement, la question se pose de qu'est-ce que tu fais, tu le gardes, tu le gardes pas. Je trouve qu'à titre pédagogique, se former soi-même en gérant soi-même ses propres biens au début, c'est parfait. C'est même au contraire extrêmement instructif, parce qu'il n'y a rien de tel. Par contre, à un moment donné, si on veut en faire un métier, si on veut réellement devenir rentier, si tant est que ce mot signifie quelque chose, si on veut vraiment vivre de ça, euh, il va falloir à un moment donné mettre du volume. C'est pas un ou deux appartements qui vont changer ta vie. Dès que tu commences à en avoir une dizaine ou un peu plus comme moi, et là oui, tu peux faire des choses. Par contre, il faut mettre des process, il faut mettre des gens en face. Et accessoirement, je le répète, tu peux pas faire ça en ayant un job salarié à côté, des enfants ou une vie sportive épanouie. C'est beaucoup d'investissement. C'est énormément d'investissement. Clairement. Alors, on va en venir un petit peu enfin un petit peu, oui, ton activité. Moi, ce que j'aimerais que tu nous expliques, c'est aujourd'hui ce qu'est ta société. Et puis, dans un deuxième temps, comment tu accompagnes? Imaginons que moi, voilà, je te contacte, je t'ai trouvé extrêmement sympathique, compétent, etc. Et je voudrais que tu m'accompagnes sur un investissement immobilier. Comment ça va se passer concrètement sur ton process, justement, d'accompagnement? Alors, notre spécialité, mais qui est une spécialité aujourd'hui que beaucoup font, hein, j'expliquerai ce qu'on fait, je t'expliquerai pourquoi je pense qu'on est différent, pas forcément meilleur, mais différent des autres. Euh, on fait un investissement clé en main. Voilà, un terme marketing ô combien galvaudé, mais qui pour moi s'explique par toutes les étapes nécessaires entre l'achat et les premiers loyers perçus. Je me suis amusé, pour la petite anecdote, dans le cadre de mon entreprise, à compter le nombre d'étapes nécessaires entre le premier appel et les premiers loyers perçus. Et dans mon entreprise, on a 19 étapes. Ça peut paraître fou, parce qu'on s'imagine des fois que c'est juste visiter, acheter, etc. Mais on oublie effectivement toutes les composantes nécessaires au dossier. Aujourd'hui, 19 étapes, c'est entre, allez, 3 mois et 1 an, selon ou pas qu'il y ait des travaux. Donc, c'est énormément de travail, énormément de temps et d'argent. Aujourd'hui, quand on a un nouvel investisseur, la première chose que l'on fait d'abord, c'est de le qualifier. Euh, Volontairement, nous ne prenons pas tous les dossiers. Volontairement, nous ne prenons pas toutes les personnes qui nous appellent, et peut-être que d'autres nous appelleront grâce à l'entretien d'aujourd'hui. Volontairement, on ne le fait pas pour plein de raisons. Déjà parce que moi, je ne vends pas de formation, je ne vends pas de vidéos, je ne vends pas de choses que je peux dupliquer en ligne. Je vends des produits. Et des produits intéressants, j'en ai pas des centaines. Déjà, par définition, j'en ai une petite dizaine par mois, ce qui est plutôt correct. Mais j'en ai pas davantage. En tout cas, dans mon secteur et dans ma stratégie. Donc, par définition, j'aime bien avoir une personne par produit pour éviter d'avoir trop de monde et trop de frustration. Donc, déjà, on filtre énormément. On a 3 critères qui ne sont pas les meilleurs du monde, mais qui ont le mérite d'exister. Le premier, c'est bien sûr les chiffres, le financement. Ça, c'est la base. On vérifie. Le deuxième, c'est ce qu'on appelle le mindset, l'état d'esprit. Est-ce que la personne sait qu'elle va en baver? Voilà. Moi, je dis toujours à mes clients, je leur fais volontairement peur. Vous allez en baver. Que ce soit avec moi ou sans moi, vous allez en baver. Et même avec moi, vous allez en baver. Alors certes, on va filtrer au max, il y aura quand même des problèmes, il y aura quand même des retards, il y aura quand même des impayés, il y aura quand même des soucis, de travaux qu'on n'aurait pas prévus. Volontairement, je leur fais peur. Et évidemment, ensuite, j'ai une stratégie même d'honoraire hein, qui est volontairement chère, toujours dans la même optique, dans l'optique de filtrer, dans l'optique de garder alors, le plus motivé ou le plus finançable, ou je ne sais pas, pour ensuite effectivement les accompagner sur toutes les étapes. Comme je te disais en début d'entretien, vendre un bien, trouver un bien, donc la chasse immobilière, hein, ce que fait un mandataire ou un agent classique, c'est bien, mais c'est pour moi peut-être 20% du boulot. C'est le plus sympa et le plus facile. Je veux dire, aller visiter des biens, tout le monde adore. C'est rare de ne pas aimer visiter. Sauf que lorsqu'on a trouvé le bien, c'est là que commencent les difficultés de mon point de vue. Parce que par définition, il faut monter un dossier, aller voir une banque,
peut-être un comptable, peut-être un fiscaliste. Il faut ensuite, effectivement, lancer l'exécution, les devis travaux, les plans, suivre le chantier. Il faut ensuite, évidemment, mettre en location et gérer, et j'en parlais, et pourquoi pas ensuite gérer de manière un peu alternative en Airbnb, voilà, jusqu'à la hypothétique revente. Et tout ça, je le répète, ça prend énormément de temps et ça nécessite beaucoup de compétences différentes. C'est pour ça qu'historiquement, moi j'ai commencé comme beaucoup à faire de la transaction, dans laquelle je n'étais pas trop mauvais au demeurant, mais je me suis rendu compte qu'il y avait un manque. Comme je te le disais en début d'entretien, énormément de mes clients qui sont pour la plupart parisiens, hein, ou expatriés, se retrouvaient à propriétaire d'un immeuble, il n'y avait personne derrière pour le gérer. Et étaient obligés de passer par les pages jaunes, de trouver un artisan d'urgence, et malheureusement, très souvent, il y a eu des petits soucis, des gens qui sont partis avec la caisse, j'en ai vu, des gens qui, non, c'est normal, survendaient un petit peu leur service, tant et si bien que là où moi j'annonçais des rentabilités de 11 ou 12, avec un budget travaux de 20 000, effectivement, les rentabilités étaient moindres lorsque le budget triplait ou quadruplait. Et ça, pour moi, c'est une composante essentielle. Et c'est comme ça qu'historiquement, donc j'ai commencé par la transaction, puis la partie travaux, plan, ameublement déco, puis maintenant la partie gestion. Et pour moi, c'est une composante et on a une stratégie qui est vraiment globale, dans une optique, je dirais, d'essayer de prendre la personne d'un point A à un point Z, un point B, si tu veux, de la meilleure des manières. Et puis surtout, je me suis rendu compte que c'était une façon de les rassurer eux, mais surtout de rassurer la banque. Parce qu'aujourd'hui, la banque, lorsque tu es comptable, agent d'entretien, assureur, et que tu veux faire 100 000, 50 000 euros de travaux, la banque va te dire, mais attends, quelle légitimité tu as en quoi, pourquoi j'irais te donner 100 000 euros juste parce que tu me dis qu'il y a tant de rentabilité. En plus, c'est pas dans la même... Je le répète, moi, mes clients sont tous parisiens. Ils investissent à 800 km de chez eux. Tu connais personne, t'es pas de la ville, sûrement t'es pas propriétaire, peu importe. Aujourd'hui, il y a du risque. Et donc, l'idée, c'est de faire miroir et interface avec tout ça. Je le répète, c'est loin d'être parfait. On a des soucis. Hein, si j'ai des clients qui regardent, il y en a avec qui ça s'est mal passé. Il y en a pour lesquels on a eu beaucoup de retard de travaux, pour lesquels on a eu des surprises, pour lesquels on a des locataires qui paraissaient très bien, mais qui finalement se sont avérés de fiefs voleurs. Néanmoins, on est là. Voilà, ça, c'est quelque chose d'important. Je te dis ça parce que là, récemment, dans l'actualité, on est le 8 avril aujourd'hui, lorsqu'on tourne cet épisode. Dans l'actualité récente, on a eu pas mal d'entreprises clés en main qui ont défrayé la chronique, mais comme dans tous les secteurs de l'immobilier, notamment d'un point de vue des travaux, et que c'est un secteur qui est déjà hautement concurrentiel. Hein. On peut citer Mastéos, que tu connais, qui... Alors, on est plus ancien, donc Mastéos, on a commencé à prendre un moment d'investissement locatif, donc l'investissement locatif est plus vieux. On est un petit Mastéos, mais malheureusement, on a vu ce que Mastéos a donné. Pourtant, l'idée était formidable, pourtant, la stratégie était 100 fois meilleure que la nôtre. Mais je pars du principe que notre métier, c'est un métier d'humain, d'individu. Très compliqué, Mastéos l'a prouvé, d'industrialiser. Très compliqué. Très compliqué d'industrialiser l'achat, de le faire avec une IA, ou de le faire... alors, le faire à distance, oui, mais si en face de toi, tu as la bonne personne, que ce soit le bon gestionnaire, le bon mandataire, le bon... Et ça, je le répète, c'est toute la magie de notre métier. Dans le podcast précédent, je ne connaissais pas le chiffre, je crois qu'on parlait de 120 000 conseillers, c'est ça, 50 000 mandataires et 70 000 agents, c'est ça, hein? Tout à fait. C'est des chiffres que j'ai entendus, je ne le connaissais pas. Ouais. C'est un métier de l'immobilier. Oui, si tu donnais entre 2015 et 2022, x5, hein, je crois que c'est ce que j'avais noté. J'étais effaré. Ouais. Aujourd'hui, tout le monde fait de l'immobilier. Ouais. Aujourd'hui, jusqu'à présent, seuls les médecins et les avocats. Quand tu es médecin ou avocat dans un dîner de famille, tout le monde te pose des questions. Ben maintenant, quand tu fais de l'immobilier, tout le monde a quelque chose à te vendre ou à acheter. Tout le monde a une question à te poser. C'est fou, hein. Je pensais pas. À l'époque, genre des hélicoptères, tout le monde s'en foutait. Aujourd'hui, maintenant, l'immobilier, je suis le centre de la discussion et c'est plutôt intéressant d'ailleurs. Et je suis effaré du x5. Est-ce qu'on a fait un x5 en termes de conseillers et de mandataires parce qu'il y avait x5 de besoin, ou est-ce qu'on a fait le x5 parce que, c'est plutôt ce que je crois, parce que les gens cherchent ailleurs des solutions à leur propre vie, désespoir et autres. Et c'est plutôt une chose négative de mon point de vue, parce qu'effectivement, c'est un métier extrêmement concurrentiel. Preuve en est, on a vu un nombre d'agences importants fermées, qui, moi, limite, me paraît normal. Triste, c'est des collègues, mais normal. Il y a eu, voilà, on était sur une bulle, je pense, pour
je parle pas pour l'immobilier, pas pour les prix de l'immobilier, je parle pour les professionnels de l'immobilier, qui est en train de se calmer, et c'est plutôt ça. Par contre, je le répète, l'expérience, les connaissances, le réseau, ça, c'est pas des choses qui s'appellent, encore une fois, sur Internet, c'est le fruit d'expérience, le fruit de temps. Ça prend du temps de devenir un bon agent immobilier ou un bon terre. Je le répète, moi je suis agent immobilier, mais je me vois surtout comme un investisseur. Un investisseur professionnel qui fait ça de manière professionnelle. Le fait que j'ai la carte T, la carte G, mais que la conséquence de tout ça, c'était pas une fin en soi, loin de... Alors, ma toute dernière question, Jérémy, à un moment, tu as dit, aujourd'hui, il y a la tentation d'un certain nombre de personnes de plus trop aller sur l'immobilier, cet immobilier qui serait un petit peu moins attractif que par le passé, pour se tourner vers des placements a priori plus rentables, les crypto-monnaies pour ne citer qu'elles, mais bon, il y en a d'autres. Qu'est-ce que tu dirais à ces gens qui ont cette tentation de quitter l'immobilier ou peut-être de s'en éloigner momentanément? Il y a encore des choses à faire ou aller plutôt investir effectivement sur des choses plus rentables? Tu leur dis quoi? Bon, ce serait pas neutre par définition, parce que Je ce me serait pas doute. objectif. Néanmoins, j'ai investi à titre personnel dans les cryptos, je fais un peu de marchand de biens aussi, j'ai investi dans des placements type actions à dividendes. Voilà, Donc, tu as du moi-même, je recul. diversifie mon patrimoine. Mm. Mais c'est plus pour une raison stratégique que parce que je ne crois plus en l'immobilier. Ouais. Je suis convaincu que c'est justement dans ces moments-là, que c'est justement quand tout le monde regarde ailleurs, qu'il faut faire de l'immobilier. On connaît le célèbre adage, il faut investir au son du canon. Mhm. Des canons, on en entend beaucoup en ce moment, ça tombe très bien. Euh, c'est justement parce que, je le disais tout à l'heure de manière un peu rigolote, c'est justement parce que tout le monde nous détourne de l'immobilier qu'il faut de manière un peu bête et têtue se dire mais pourquoi? Voilà, encore une fois, on n'a pas inventé de pilule pour dormir, pour ne pas dormir, on a besoin de se loger, comme on a besoin de manger. On connaît tous la pyramide de Maslow, on connaît tous le besoin principal, il faut se loger, il faut dormir. Et d'autant plus, je publiais une statistique intéressante la dernière fois, d'autant plus que les familles monoparentales se multiplient. On est aujourd'hui à davantage de personnes vivant seules, que ce soit des couples divorcés, des étudiants, des personnes âgées, qu'avant. Ce qui veut donc dire que non seulement le nombre d'habitants augmente, mais qu'en plus, dans le même nombre d'habitants, on a encore plus besoin qu'avant de logements. Tout ça avec des politiques économiques et environnementales qui, à l'inverse, restreignent justement l'immobilier. Donc, par définition, il s'est passé ce que j'avais modestement, je suis loin d'être le seul prévu il y a déjà quelques années. Il s'est passé que, résultat des courses, plus de demandes, moins d'offres, résultat des courses, des prix qui explosent, des prix immobiliers qui sont loin d'avoir atteint les moins 20, les moins 25 que certains économistes comme Marc Toiti annonçaient. Ah, Marc Toiti. Et des loyers qui explosent. Des loyers qui explosent. Aujourd'hui, je constate que les loyers explosent et encore, ils sont volontairement bloqués par le gouvernement. Si en réalité, ils n'étaient pas bloqués, à un moment donné, il faut arrêter de le faire, on serait à bien davantage. Je pense que pour les vieux investisseurs comme nous, c'est la période rêvée, paradoxalement, puisque la magie des crédits fixes font que pour un crédit donné et un loyer qui augmente, le cash flow, lui, mathématiquement augmente, et ça, c'est juste exceptionnel. Mais surtout, je me pose la question, est-ce qu'il faut ou pas investir maintenant? Je pense qu'on a une fenêtre de tir. Là, oui, maintenant, en avril, à l'heure où je te parle. Je ne sais pas ce qu'il en sera en mai, en juin ou l'année prochaine. On a une fenêtre de tir, pourquoi? Parce que non seulement les taux sont en train de baisser, bizarrement rapidement, si on en croit ce que disent les médias, mais en plus, on a constaté, c'était l'objet de mon post d'aujourd'hui, que les prix d'immobilier, comme prévu, ne baissent pas, pire, ils augmentent. Qui l'eût cru? Malgré la presse, malgré les médias, qui l'eût cru, les prix continuent d'augmenter, que ce soit Côte d'Or, que ce soit sur la côte Atlantique, que ce soit sur la côte PACA et l'autre, là où j'habite. Pourquoi? Parce que pour les raisons évoquées. Aujourd'hui, je crois que tu as entre 5 et 8 millions de logements, on ne sait pas, il n'y a pas de chiffre, c'est comme les impayés, ça, on ne sait pas. Entre 5 et 8 millions de logements qui devraient être retirés avec l'effet DPE. Rajouter à cela le fait qu'il n'y a plus ou presque de programme neuf, face à, je le répète, une population qui augmente. Donc, un besoin qui, par définition, va aller en augmentant. Donc, oui, il faut investir dans l'immobilier si on est bien sûr finançable. L'avantage des placements alternatifs, que ce soit l'assurance vie, que ce soit BRICS, que ce soit les SCPI, que ce soit la crypto,
c'est que souvent, ce sont des biens où on peut investir avec un peu d'argent. Je pense que c'est surtout ça l'intérêt. Par contre, quand on peut effectivement aller sur des financements à 200, 300, 400 000 euros, de mon point de vue, il ne faut même pas se poser la question. Il faut le faire tant que c'est possible, quitte à renégocier son taux dans 5 ans, dans 10 ans, Voilà. mais il faut surtout le faire. Moi, quand j'ai des clients qui sont finançables et qui me disent non, je vais attendre, je vais voir, je réfléchis, je trouve ça d'une stupidité sans nom. Parce qu'aujourd'hui, je peux le dire, en avril 2024, on peut le faire. Si demain Trump est élu et qu'il se passe qu'il y ait une voie spatiale avec des taux qui explosent à la hausse, ou une guerre, ou je ne sais quoi, bah, les gens n'auront que leurs yeux pour plein en disant si j'avais su. Voilà. Maintenant, vous savez, de mon point de vue, il faut le faire. J'en parlais ce matin. Le plus important, c'est pas le prix, c'est pas le taux. Le plus important, c'est le temps. Pas le prix, pas le taux, c'est le temps. Plus vite tu investis, plus vite tu vas profiter de ton argent. Et ça, c'est l'erreur, entre guillemets, que j'ai faite pour avoir fait de longues études. Moi, j'ai commencé à investir plutôt tard. J'ai des clients aujourd'hui qui, à 18 ans, certes, ils ne sont pas finançables, mais qui, à 18 ans, m'appellent. Et je trouve ça magnifique. Parce que justement, ils prennent conscience que c'est le temps, mais qui fait, comme disait La Fontaine, c'est le temps qui fait, j'ai plus l'expression exacte, mais qui fait tout le truc. Plus vite tu commences, plus vite tu finis, et plus vite tu peux aller sur d'autres stratégies. Alors, 5 000 euros, 10 000 euros, 20 000 euros, effectivement, c'est pas beaucoup. Mais il existe des stratégies avec des fonds de tiers, où tu peux acheter à plusieurs. Voilà, mais attention, il faut acheter du concret. Pas acheter des titres, pas acheter de l'or papier, pas acheter... Alors, les cryptos, oui, non, j'en fais. Mais clairement, c'est un effet de mode. C'est clairement inflationniste au possible, et derrière, il y a rien de concret. C'est clair. Enfin, je suis convaincu que s'il y a un message philosophique et technologique auquel je crois bien volontiers, dans les faits, on a un État qui est né, qui fait de la monnaie, et qui, à mon avis, n'est pas prêt encore de laisser... de perdre ce pouvoir-là. Ça m'étonnerait fortement. Néanmoins, pour faire un peu d'argent, j'ai fait x2 en mettant 100 balles sur un truc. Oui, pourquoi pas. Mais ça doit être alternatif. La vraie stratégie patrimoniale, c'est d'acheter une maison, la sienne ou une autre, peu importe, le plus tôt possible. Quand je vois l'argent que mes parents ont dépensé en études dans des logements que j'aurais pu acheter 10 fois, c'est stupide. C'est stupide. Et si vous pouvez le faire, faites-le. Et on sera là pour vous accompagner. Très bien. Eh ben, Jérémy, je te remercie pour Merci à toi. tous ces conseils qui, Plaisir. à mon avis, sont extrêmement utiles, constructifs et basés sur du concret et du vécu. Donc, c'est très Oui, intéressant. Jérémy, c'était un merci plaisir. et à bientôt. À bientôt. Merci. Eh bien, merci de m'avoir écouté. Merci d'avoir écouté Jérémy Hadida au cours de ces 2 grandes parties qu'a composé cette interview. Donc, je ne vais même pas la synthétiser. Vous voyez qu'il y a beaucoup à dire. C'est presque un ABC de l'investissement auquel nous avons eu droit au cours de ces 2 épisodes. Donc, si vous n'avez pas écouté le premier, je vous invite vraiment à le faire. Ils peuvent tout à fait s'écouter indépendamment les uns des autres. Et puis, si vous n'allez pas écouter le premier, j'irai pas vous blâmer, vous vous en doutez. Mais c'est extrêmement très intéressant. C'est un point de vue au risque d'insister. Qui est humain, qui se base sur le concret, la réalité de ce qu'il a vécu et qui, vous avez vu, nous disent-ils des petits conseils, etc. et qui ont au moins un mérite, c'est de ne pas vous promettre la lune en 3 mois comme on le lit parfois dans des formations ou sur des réseaux sociaux où vous avez des sortes d'influenceurs, investisseurs, pas bien sérieux, il faut le reconnaître, mais Jérémy Hadida ne fait pas partie de cette catégorie, c'est le moins que l'on puisse dire, donc écoutez-le, réécoutez-le, il y a matière. Donc, nous allons nous quitter. Comme d'habitude, vous pouvez me retrouver sur mes différents réseaux, peut-être plus particulièrement sur LinkedIn, où je suis quand même relativement présent, Instagram, où je suis de plus en plus, mais de manière quand même assez modeste par rapport à d'autres, et puis Twitter également. Eh bien, Passion Immo, épisode 75, c'est terminé. À très bientôt.